French Boss, le podcast des entrepreneurs voyageurs. Éric Gendry. On crée des ponts, on fait du business développement. En fait, notre entreprise, c'est un cabinet spécialisé en business développement. Étant donné, nous sommes situés dans la Silicon Valley, donc tout ce que nous faisons est assez repose sur la technologie, les technologies nouvelles, les technologies de rupture, comme vous dites en français, disruption, et nous aidons à faire le pont entre l'Europe et les États-Unis. Nous ouvrons des canaux, si vous voulez. Donc, nos clients cherchent soit à s'implanter aux États-Unis, soit à trouver des clients, des partenaires, à se tenir au courant des nouvelles technologies ou à trouver des fournisseurs. Et nous, on fait le matchmaking, notre petite phrase, et on est des corporate matchmakers. Donc on fait du networking, on présente des experts entre eux. On peut appeler ça aussi au choix du conseil, du service, de la communication, de la mise en relation, sauf que cette société résidente de la Silicon Valley, même si elle a été créée par une Française, est une société purement américaine et elle le revendique dans son nom, US Outreach. Salut à tous, l'invitée de French Boss en liaison avec nous depuis San Francisco s'appelle Marjorie Hamelin. Elle vit aux États-Unis depuis 27 ans, tout simplement parce que c'est ce pays qui, depuis un premier stage longue durée à Philadelphie, lui a toujours offert les meilleures opportunités professionnelles. Elle est recrutée pour la première fois sur le campus de l'Université de San Francisco, où elle fait un MBA de commerce international. C'est le début d'une aventure qui, depuis, s'est poursuivie de manière très logique, très rationnelle. Mon premier job ressemblait étonnamment à ce que je fais maintenant. J'ai été embauchée par un cabinet de conseil spécialisé dans la banque, dans les services bancaires, et qui faisait le pont entre les banques européennes et les banques américaines dans tout ce qui était justement technologie et innovation aux États-Unis. Donc à l'époque, c'était, donc je vous resitue, 95, 96, 97, c'était les premiers pas d'Internet, les premiers pas des call centers, des banques qui étaient à l'extérieur d'une banque, c'est-à-dire dans les supermarchés ou des banques virtuelles, etc. Et on essayait de démontrer ces nouvelles technologies aux banques suisses et françaises. Et en particulier les premiers CRM aussi, les bases de données, etc. C'était les grands débuts. Donc j'ai été consultante pour mon premier job, ce qui me faisait rire parce que je ne connaissais rien et j'avais un titre de consultante et je me disais on peut me consulter pourquoi exactement. J'étais formée par cette boîte et des gens qui Kent Hudson et Geneviève Ferron ou Patricia Vinantan qui ont cru en moi, qui m'ont donné des projets, qui m'ont confié des projets et puis en fait qui m'ont dit Kent particulièrement m'avait dit tu pourrais reprendre cette aventure et être entrepreneur à cette époque. Et je ne me voyais pas du tout. J'étais pas prête, j'étais pas mûre et je voulais quelque chose de plus opérationnel. Je m'étais dit c'est bien de donner des conseils à des boîtes, mais si elles suivent pas vos conseils, c'est assez frustrant. Donc je veux faire quelque chose qui est concret. Donc j'ai basculé sur un autre job. Toujours ici, alors que je me disais que j'allais peut-être rentrer en France à un moment donné, mais j'ai trouvé toujours beaucoup plus vite ici. Et j'ai travaillé pour une boîte française qui s'appelait à l'époque J'aime Plus, qui est dans la carte à puce. Et donc on essayait de lancer la carte à puce aux États-Unis en 97. C'était tout nouveau à l'époque. Les Américains étaient encore avec les cartes à bande magnétique, pas de lecteur, etc. Fallait tout créer. Donc petite équipe embauchée par le CEO ici, passionnant, Dominique Trampon, encore une fois rebelote, il m'a donné beaucoup d'opportunités, m'a fait confiance. Et là, j'ai été dans le marketing, dans le business développement, les ventes. J'ai adoré cette période-là. Ensuite, il y a eu le 11 septembre 2001. Et puis la bulle a éclaté. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été perturbées à cette époque-là. Et j'ai changé de secteur pour travailler dans l'empreinte digitale, la biométrie.
travaillé pour une boîte à Los Angeles. Donc je faisais le commute, j'habitais toujours San Francisco, mais j'allais en avion à Los Angeles pour travailler pendant la semaine. Et là, gros essor de l'industrie, c'était donc post 9/11. On vendait nos lecteurs biométriques à American Express à Ground Zero, donc on allait à New York très souvent. On était sur des projets passionnants. Et puis donc vendre. Là, j'étais vraiment responsable des ventes d'un produit assez technique pour les Amériques. Et puis je voyageais tout le temps. C'était assez infernal et on voulait démarrer notre famille avec mon mari, donc j'ai arrêté de travailler un job corporate et je suis devenue freelance à cette époque-là. Et voilà, au fur et à mesure des années, en essayant de partager mon temps, en élevant mes enfants et en gardant un pied dans le monde professionnel, j'ai réussi à gérer quelques projets, à continuer à travailler de façon intéressante et en gardant un emploi du temps assez souple. Et puis après, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. On va reparler bien sûr de la création de votre société après, puisque c'est l'objet essentiel de cette rencontre entre nous aujourd'hui. Juste un petit mot que j'ai relevé dans ce que vous venez de me dire. Quand je travaillais dans des sociétés donc dont j'étais salarié, enfin c'est ce que je comprends, mais c'est pas très important. Je n'étais pas prête, je n'étais pas mûre pour devenir entrepreneuse. Que veut dire ne pas être prête? Que veut dire ne pas être mûr? Quelles sont les choses qu'il faut savoir faire pour devenir entrepreneur et se dire maintenant je suis prêt? Oui, c'est-à-dire que je pense que c'est une capacité à prendre des risques, à se connaître bien. Il faut bien se connaître, il faut connaître ses limites. Et à cette époque-là, j'étais trop jeune et j'estimais que je n'avais pas assez d'expérience. Et j'avais peur de l'échec. Alors qu'aujourd'hui, je pense la différence, c'est que j'ai beaucoup moins peur. Je pense que les risques sont évidemment peut-être un peu plus calculés. Je me prépare, j'ai quand même quelques techniques pour me préparer, mais j'ai dans ma tête l'idée que je n'ai rien à perdre. Voilà. Et il faut pouvoir, je pense, accepter l'échec, le risque de l'échec, et avoir confiance en soi suffisamment, bon pas trop non plus parce que là ça devient de l'arrogance, mais il faut pouvoir prendre ça peut-être aussi moins au sérieux. Je pense que quand j'étais jeune, je prenais ça très au sérieux, et maintenant j'ai un peu plus de recul. Marjorie, vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai toujours trouvé qu'il était plus facile de trouver un job ici aux États-Unis plutôt qu'en France. Au moment où vous créez votre société, donc c'était en octobre 2017, vous me le dites si je me trompe, est-ce que vous aviez en tête l'idée que créer votre société ici serait plus facile que de la créer ailleurs, et notamment en France, ou est-ce que la question ne se posait même pas? Pour vous, c'était forcément là-bas? Ah oui, parce que toutes les raisons que vous avez évoquées sont vraies. Je suis implantée ici depuis tellement longtemps. Pour nous, nous sommes franco-américains depuis des décennies. Enfin, la France est loin et j'allais créer la boîte ici. Et puis, c'est vrai qu'ici c'est tellement facile. Les démarches sont très simples. La structure est très légère. L'embauche est facile. Oui, de le faire en France me ferait très peur. Octobre 2017, plus de 20 ans après les premiers pas de Marjorie dans la vie professionnelle, naît donc US Outreach, la première et unique entreprise créée par la Française, le moyen pour elle de réunir sous une bannière l'ensemble de ce qu'elle a appris et de ce qu'elle fait au quotidien. Je me suis dit, j'ai plusieurs mandat, pourquoi je ne crée pas une entité et je formalise ça sous un nom et sous un symbole, enfin quelque chose de concret. Voilà, je démarre l'aventure parce qu'en fait j'ai compris qu'il y avait un marché, tout simplement. J'ai vu que il y avait une demande et que je pourrais peut-être faire grandir cette idée. Et donc j'ai commencé à avoir trop de mandats pour une seule personne et j'ai voulu m'entourer de personnes autour de moi, donc créer une équipe. Tout ça m'a paru naturel. C'était une évolution tout à fait évidente et un petit peu un jeu.
D'accord. Vous me dites qu'il y avait un marché, il y avait une demande, mais un marché, pourquoi? Une demande, pourquoi? En clair, ça revient à vous poser la question, quelle était exactement votre activité à ce moment-là et quelle est-elle aujourd'hui? On va en parler après. Oui. Alors mon activité, justement, ça revient au début de votre interview. J'ai compris en fait la valeur ajoutée que je peux apporter à un client. Après toutes ces années, j'arrive à savoir ce que je peux faire. Je pense que cette entreprise US Outreach aide à rapprocher des gens entre des businessmen. On crée des ponts, on fait du business développement. En fait, notre entreprise, c'est un cabinet spécialisé en business développement. Étant donné, nous sommes situés dans la Silicon Valley, donc tout ce que nous faisons est assez repose sur la technologie, les technologies nouvelles, les technologies de rupture, comme vous dites en français, disruption, et nous aidons à faire le pont entre l'Europe et les États-Unis. Nous ouvrons des canaux, si vous voulez. Donc nos clients cherchent soit à s'implanter aux États-Unis, soit à trouver des clients, des partenaires, à se tenir au courant des nouvelles technologies ou à trouver des fournisseurs. Et nous, on fait le matchmaking, notre petite phrase, et on est des corporate matchmakers. Donc on fait du networking, on présente des experts entre eux. D'accord. Quand vous dites nous, de qui parlez-vous, Marjorie? Nous sommes une petite équipe, nous sommes 5. Et donc voilà, c'est US Outreach. Nous sommes 5 collègues, enfin, ou membres de l'équipe. Et qui sont ces 4 autres personnes? Vous êtes la fondatrice. Qui sont les 4 autres personnes et quels ont été vos critères pour engager ces personnes-là? Je suis très heureuse d'être très bien entourée. J'ai énormément de chance. J'ai rencontré Gil Pignol, qui est mon associé, qui est un data scientist, qui aide beaucoup US Outreach à se structurer, à avoir un process. Nous avons des techniques que nous maîtrisons et Gil est mon associé, vraiment mon partenaire. Donc avec lui, je me sens très solide pour faire grandir cette entreprise. Les autres personnes sont des gens qui font beaucoup de recherche. Ce sont des Américaines. Gil est franco-américain. Le reste de l'équipe est américain, purement américain, et nous aide à faire donc beaucoup de recherches, à organiser les données, à lire la presse, à nous trouver des conférences. Enfin, ils font le travail de recherche en back office, si vous voulez. D'accord. Et quels ont été vos critères pour engager des gens? Qu'est-ce que vous recherchez chez des collaborateurs? Je recherche une bonne capacité de travail, évidemment, des gens plus intelligents que moi, qui ont qui peuvent apporter quelque chose, bien entendu, que je n'ai pas, très organisés, des gens très curieux, qui ont une ouverture d'esprit, et évidemment fondamentales, qui sont fiables, parce qu'on est trop petit pour se permettre de faire du micromanagement. Donc, je délègue autant que possible, vraiment le maximum de choses. Et mon critère, c'est aussi des personnes qui correspondent à ce profil pour qu'elles-mêmes apprennent un métier. L'équipe est jeune et j'aimerais que évidemment que cette dynamique se transmette et que peut-être ils apprennent quelque chose avec ce métier qui peut être fondateur pour eux plus tard. D'accord. Alors vous dites on est petit. On va en reparler tout à l'heure et puis on va l'illustrer avec des chiffres, parce qu'une société, ce sont les chiffres qui en parlent le mieux. Donc on va en parler après, Marjorie. Mais si vous voulez, par rapport à l'idée que vous aviez quand vous avez créé US Outreach en octobre 2017, est-ce que vous souhaitiez rester petite ou est-ce que vous êtes conforme à l'idée que vous vous en faisiez en gros? Tout à fait, oui. La taille n'est pas un critère pour moi. Je me lève tous les matins parce que j'adore ce qu'on fait. Je suis passionnée. On s'amuse beaucoup parce qu'on apprend tous les jours. Peu importe vraiment la taille. Ce qui m'importe, c'est la qualité du travail qu'on fait, la confiance qu'on a avec nos clients et
le fait qu'on soit utile, qu'on apporte quelque chose. Si ça s'arrête, ça ne m'intéresse plus. Je ne compte pas, je n'ai pas des ambitions démesurées en me disant que voilà, je veux grandir. Non, je n'ai pas des objectifs chiffrés, en d'autres termes. J'ai des objectifs qualitatifs, oui, tout à fait. Alors, des objectifs qualitatifs, mais néanmoins, Marjorie, vous comprendrez bien qu'on peut pas occulter complètement les chiffres. Alors, j'aimerais essayer de me faire une idée de ce qu'est US Outreach aujourd'hui au travers des chiffres dont je ne doute pas que vous allez me les donner. Non, j'ai peu de chiffres à vous donner. On est une petite entreprise privée. Je peux vous donner une idée du volume de travail ou des clients pour lesquels nous travaillons. Nous travaillons en particulier pour des entreprises suisses et françaises, à la fois dans le domaine public et dans le domaine privé. Nous représentons par exemple une agence de développement économique suisse qui s'appelle le Greater Geneva Bern Area, le GGBA, et nous faisons la promotion de la Suisse aux États-Unis pour attirer des boîtes américaines à venir s'implanter en Suisse romande. Donc ça, c'est un de nos gros contrats très intéressants qui nous permet de rencontrer énormément de gens à la pointe de l'innovation. Nous travaillons aussi avec des horlogers suisses, en particulier, pour vous donner un exemple, le groupe Richemont. Nous travaillons pour Cartier, Montblanc, les marques Richemont. Nous travaillons aussi pour un institut suisse d'électronique et de microtechnologie, qui est un institut non-profit de 500 personnes. Donc nous les aidons à trouver des partenaires dans des secteurs particuliers aux États-Unis. Nous travaillons aussi, pour vous donner d'autres exemples, avec des startups. Nous travaillons pour une entreprise parisienne dans l'événementiel qui s'appelle Deal for Event. Donc vous voyez, les clients sont assez variés. Nous organisons en moyenne, alors oui, je vous en ai pas encore parlé, mais nous organisons ce qu'on appelle des Learning Expeditions aux États-Unis. On en organise à peu près 2 par mois. Nous gérons à peu près une dizaine de veilles technologiques par an. Voilà quelques chiffres que je peux vous donner, mais encore une fois, je réalise bien, c'est une taille très modeste. Oui, mais en termes de chiffre d'affaires, ça représente combien ? Je ne peux pas vous donner ces chiffres-là. Bon, autre chose, Marjorie, vous avez beaucoup de connivence, d'acquaintance, je ne sais pas quel est le mot, de passerelle avec la Suisse. Ça vient d'où, oui. Ça vient d'où, ces contacts privilégiés que vous avez avec un certain nombre de gens en Suisse ? C'est assez drôle parce qu'en fait, les gens pensent que je suis suisse à force d'avoir travaillé pour la Suisse, mais pas du tout. C'est un de mes mentors américains qui s'appelle Valerie Van Sickle, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a guidée, qui a travaillé pour la Suisse. C'est une Américaine qui a été expatriée en Suisse pendant des années et qui a par la suite travailler pour cet organisme de promotion économique dont je vous parlais, le GGBA, et qui m'a simplement passé la main et qui m'a formé et qui m'a dit c'était à moi je pouvais prendre la suite. Et Valérie est quelqu'un d'extraordinaire, d'extrêmement intelligent, de très très curieuse passionnée par l'Europe aussi. Donc toutes les deux là, elle m'a beaucoup aidée et c'est grâce à elle que je travaille pour beaucoup d'entreprises en Suisse et en particulier le GGBA. D'accord. En dehors de votre rôle de chef d'entreprise, quel est le qualificatif que vous attribueriez à votre profession aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes une communicante ? Est-ce que vous êtes une facilitatrice ? Comment vous vous voyez ? Comment vous vous dépeignez ? Oui, c'est drôle que vous me posiez cette question. Peu de gens comprennent. Enfin, je trouve que c'est assez difficile d'expliquer ce qu'on fait, mais à la fois, je raconte ça à des personnes très techniques qui, elles, ne comprennent pas pourquoi elles ont besoin de business développement, ou alors des gens, au contraire, qui comprennent pas qu'il y ait besoin de gens qui font ça. Mais en fait, il y a réellement un besoin. On est en effet, je pense, des facilitateurs. Je suis pas du tout spécialiste de la communication. Non, on n'est pas dans la communication publique, on n'est pas des spécialistes de technologie, on est à la fois dans la recherche d'informations. Donc je dirais en anglais, on est des data harvesters, je ne sais pas si ça peut se traduire en français, mais on recherche beaucoup d'informations, on lit énormément et on croise l'information. Je dirais qu'on est des détectives.
Je dis souvent à mes équipes qu'ils sont prêts pour travailler pour la police, parce qu'en fait, on croise l'information tout le temps. On cherche l'information et on fait du matchmaking. Donc, on trouve des points communs entre les gens et on se dit, ils ont besoin de se parler, ces deux-là. Et souvent, ce qui est amusant avec les sujets qu'on nous donne de nos clients, c'est que nos clients ne savent pas exactement non plus ce qu'ils cherchent. Donc ils disent on veut être bon dans tel domaine, allez voir ce qui se fait à la pointe là-dedans. Et donc quand on cherche, on dit ah mais regardez, c'est pas exactement ça, mais c'est plutôt ça. Donc le sujet se réoriente au fur et à mesure de l'année, et parfois on a des résultats auxquels on s'attendait pas au début. Donc il faut être très souple et arriver à faire des liens, créer des liens. Quand on regarde la composition de votre portefeuille de clients, de gens auprès desquels vous intervenez, y a-t-il une réelle valeur ajoutée au fait de vous trouver au cœur de la Silicon Valley? Je veux dire, est-ce que les entreprises de la Silicon Valley représentent une partie très importante, très significative de votre portefeuille? C'est une excellente question. Je me suis toujours posé la question de me dire, est-ce que ce job ne peut pas être fait ailleurs? J'ai essayé d'ailleurs d'embaucher, j'avais quelqu'un en Inde à un moment donné, figurez-vous. Ça n'a pas du tout marché. Le fait d'être ici, évidemment, la conclusion que j'en tire, c'est que ça aide quand même beaucoup, parce qu'on vit dans la tech, on respire tech, on mange tech, on vit dans la tech, on a notre écosystème est tech. On est au courant des choses un peu plus vite qu'en Europe. Mais maintenant, cela dit, évidemment, ce travail pourrait être fait à l'extérieur, ailleurs. Ça mettrait juste un peu plus de temps et les connexions se feraient peut-être moins bien. Maintenant, nous, je pense notre valeur ajoutée, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans la mise en relation. C'est-à-dire que la réalisation que j'ai eue il y a 3 ans, c'était tous ces clients qui venaient me voir et qui disaient Marjorie, on essaye de parler à telle boîte, on essaye de parler à telle université, mais on n'y arrive pas. Et je leur demandais que faites-vous, comment faites-vous, à qui vous adressez-vous, quel est votre message, comment faites-vous? Et ils s'adressaient à la mauvaise personne, avec le mauvais message, avec le mauvais suivi. Ils n'avaient pas les techniques, si vous voulez, culturelles, j'imagine. Donc, dans nos recherches, on trouve parfois des entreprises qui sont complètement en dehors de la Silicon Valley ou de la Californie ou des États-Unis. Parfois, on trouve même des entreprises qui sont voisines de nos clients. Ça arrive très souvent. On trouve des boîtes à Zurich ou à Genève ou en Autriche ou à Paris. Dans nos recherches, ce n'est pas uniquement centré sur les États-Unis, mais en grande partie ici quand même. Oui. D'accord. J'aimerais qu'on essaye de se focusser, comme on dit chez vous, oui. sur une opération qui a été menée par votre entreprise depuis sa création en octobre 2017, une opération qui vous a particulièrement marqué, que ce soit financièrement ou pas, hein, peu importe, et que vous me la racontiez. Ce sera une manière de se donner exactement l'image de ce qu'est votre société. Alors, oui, ce que je peux vous raconter qui est assez amusant dans ce qu'on fait, c'est que nos clients ne sont pas concurrents entre eux et qu'il y a des synergies incroyables entre eux. Peut-être que c'est ça que vous voulez voir. Donc, par exemple, on nous donne un sujet qui va être un secteur technologique je vais vous en donner un général parce que on est tenu à pas mal de confidentialité, mais mettons l'énergie, voilà, le stockage de l'énergie. Il se trouve que la Suisse, par l'agence de développement économique, s'intéresse aussi à ce sujet-là. Donc on va nous démarcher des boîtes américaines qui sont en pleine croissance, en pleine expansion sur ce secteur et qui veulent s'implanter en Europe. Donc on va les contacter en leur disant est-ce que vous avez pensé à la Suisse? On va apprendre, on va les connaître, on va les accueillir en Suisse, on va leur montrer l'écosystème suisse. Et puis, parmi nos clients peut-être horlogers, voilà, on va voir qu'il y a une connexion, qu'il y a un intérêt. Nos clients horlogers veulent aussi cette technologie et donc on fait les connexions de ce côté-là aussi. Donc ça sert, c'est vraiment un cercle vertueux. Un rôle de rapprocheur. Oui. D'accord. Et ça correspond vraiment à ce que vous avez dans la tête, rapprocher les gens entre eux. J'adore. Quand quelque chose répond à un besoin un petit peu inattendu et quand il y a des synergies comme ça entre différents pôles, ah oui, là, ça vraiment, ça m'amuse beaucoup. Je suis ravie.
Marjorie, depuis que vous avez monté votre société, donc il y a un petit peu plus de 2 ans, est-ce que vous avez des regrets, est-ce que vous avez des remords, ou est-ce qu'au contraire vous n'avez que des satisfactions d'être resté dans ce que vous imaginiez, de ne pas vous être trompé? Ah oui, non, c'est une belle aventure jusqu'à présent. Évidemment, je suis de nature très optimiste, donc et puis faut vous dire que j'ai peut-être un biais professionnel, puisque je ne vois que des entreprises en pleine croissance sur des technologies d'avenir. Donc en fait, je dis toujours, on peut pas vraiment être déprimé dans ce job. On ne voit que le côté positif du business. On ne traite pas de bankruptcies ou de foreclosure. Donc c'est quand même assez motivant. Des regrets, non, parce que c'est pas dans ma nature de refaire le monde en arrière. J'essaye de regarder vers l'avenir. Je suis inquiète de l'avenir, par contre, oui, ça, bien sûr. On travaille beaucoup sur l'intelligence artificielle et il y a beaucoup de choses qui m'inquiètent. Dans ce qu'on fait, il y a c'est très complexe. On travaille aussi beaucoup sur la sustainability et les sujets sont d'une complexité incroyable. Et de croire que, par exemple, on va conduire une voiture électrique et que ça va être bon pour la planète, c'est beaucoup plus difficile à dire que ça. Il faut fabriquer la batterie, il faut la recycler en fin de vie. Et j'ai une voiture électrique, donc je dis, c'est très compliqué les choses. C'est pas noir ou blanc. Donc c'est pas parce qu'on vit dans la tech non plus qu'on absorbe tout et qu'on est encore une fois des dingos de tech, mais non, des regrets, c'est simplement juste pas tellement dans ma nature, je pense. Voilà, mais il serait impossible de conclure ce rendez-vous sans évoquer ce qui, mieux que tout, donne une idée précise de ce qu'est l'activité quotidienne de Marjorie et de US Outreach. Il y a 18 mois, quand nous avons décidé avec French Morning de mettre en place ce podcast, s'est posé rapidement la question de la recherche d'entrepreneurs voyageurs français. Lecture de la presse, activation du réseau, nous avons usé de tous les outils habituels du journalisme. L'audience de French Boss ne cessant de croître, notre travail de sélection est devenu plus facile de semaine en semaine. Des gens sont venus spontanément nous raconter leur histoire. Marjorie Hamelin a fait plus que cela. Elle nous a ouvert son carnet d'adresses en faisant elle-même le travail de mise en relation. Qu'elle en soit ici remerciée. Si vous souhaitez réécouter ce podcast, c'est ici même ou bien sur iTunes. Merci de votre fidélité. Passez une bonne semaine. Salut.